Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'association Tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des élections municipales 2026 qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Je suis accompagné de Sophie Roch pour parler de l'impact que peuvent avoir ces élections sur les droits LGBT. Bonjour Sophie. Bonjour Romain, merci de m'inviter. Écoute, ravi de t'avoir sur cet épisode. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors je suis Sophie Roch, je suis présidente de l'association HES, Homosexualité et Socialisme, qui est maintenant une des plus vieilles associations LGBT de France encore en activité, puisqu'on va fêter cette année nos 43 ans. Et je suis aussi élue à la ville de Marseille, adjointe au maire en charge de l'état civil, d'Allomairie, de l'accueil des nouveaux Marseillais pour la mandature qui se termine là dans quelques semaines. Par rapport à l'impact que tu as pu avoir avec ce rôle. Je sais que tu as pas mal travaillé sur les questions d'état civil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce chantier totalement innovant que tu as pu mettre en place? Alors, ce chantier, il était innovant parce que d'abord, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. C'est-à-dire que, et on va en parler, je pense, encore, c'est-à-dire que on se rend compte que parfois, les lois nationales, elles sont votées. Donc, on parlait du mariage pour tous qui a été voté quand même en 2013. Puis quand on est arrivé en 2020 aux responsabilités, on s'est aperçu qu'en fait, dans les mairies d'arrondissement, bah, en fait, les formulaires et à la mairie, les formulaires n'étaient pas adaptés Ah encore à oui, la même loi. dans une grande Et ville donc comme même Marseille. dans une grande ville comme Marseille, en fait, on s'aperçoit qu'entre la loi nationale et l'effectivité de la loi, alors attention, hein, on mariait les couples de même genre, et heureusement, c'est la loi qui l'oblige, mais après, tout ce qui peut aller autour, comme les formulaires, en fait, n'était pas forcément encore mis à jour. Donc ça déjà, on a fait ce travail de mettre à jour les formulaires pour qu'ils soient adaptés à toutes les situations de couple et de famille. Et ensuite, on a aussi ouvert, c'est plus récent, il y a à peu près un an, bon, non, un an et demi, une permanence au centre LGBT. Donc c'est la ville hein, qui vient faire une permanence d'état civil, notamment voilà, pour préparer et pour aider à la mise en place des dossiers de changement de prénom, entre autres, et de tout renseignement dont des personnes LGBT pourraient avoir besoin. Alors c'est pas un guichet, le guichet unique, ça reste celui de la mairie, parce que et c'est important que ça le reste. C'est le guichet républicain, c'est le guichet de toutes et tous. Mais il n'empêche que d'avoir une permanence qui est décentralisée, euh, bah, ça permet à ce que la ville s'adapte, en fait. C'est le aller vers. On va vers des publics dont on sait qui peut avoir des difficultés, des craintes de l'administration. Et cette permanence, elle nous permet, j'allais dire, de s'adapter, en fait, aux besoins aussi des personnes trans, notamment, vis-à-vis de leur démarche d'état civil. D'accord. Et donc tu disais que cette permanence, elle était géographiquement localisée dans un centre LGBT. C'est quoi ce centre LGBT? Alors, le centre LGBT, là aussi, Marseille avait pas mal de retard pour la deuxième ville de France, puisque jusqu'à il y a 2 ans encore, nous n'avions pas de centre LGBT. Et la Ah ville ouais. a participé et a encouragé grandement à ce que le centre LGBT, tenu par des militantes, des militants, puisse ouvrir. Donc aujourd'hui, c'est un centre qui marche très bien parce qu'évidemment, il y avait une très forte demande à Marseille d'un lieu communautaire, d'un lieu qui propose des permanences de santé, d'accès aux droits, de social, mais aussi un petit bar associatif, etc. Euh, et, et, euh, et la ville, du coup, vient faire des permanences de manière assez régulière. Donc, du coup, sur l'état civil, il y a aussi le défenseur des droits qui a une permanence. Voilà. Donc c'est un lieu de multi-activité ouvert aux personnes LGBT marseillaises, mais pas que, de passage aussi, hein, puisque c'est un lieu qui est référencé aussi pour les personnes LGBT qui sont de passage à Marseille, et il y en a beaucoup, et tant mieux. D'accord. Et donc ça, c'est soutenu, ce centre-là est soutenu par la commune de Marseille. C'est un centre qui est soutenu par la commune, par l'État, par plusieurs partenaires. Et en effet, mais la volonté politique première, elle vient de la ville de Marseille, parce que, et moi je le sais en tant que personne concernée, hein, cette ville sous Gaudin, c'était une catastrophe pour les personnes LGBT. C'était un impensé, en fait, des politiques publiques.
Euh, Mhm. Moi, je me souviens sur le site de l'Office du tourisme de Marseille, en fait, il était clairement noté qu'il n'y avait pas de lieu ni de tourisme gay, parce qu'en fait, les gays se sentaient tellement bien à Marseille que c'était pas, il n'y avait pas besoin qu'on les voie. Enfin, c'était dit D'accord, comme ça. Voilà, donc il n'y avait pas de lieu parce que vous comprenez, c'était pas. Voilà. Donc d'accord. c'était un impensé, en fait. C'était un Mhm. impensé, et au final, c'était l'invisible. Et on sait que l'invisible, ça favorise la non-reconnaissance, la non-acceptation, etc. Et La que il y a méconnaissance. cette image Mhm. terrible. Moi, j'ai cette image terrible de la dernière marche des Fertés avant le mandat actuel du printemps marseillais, d'une mairie pendant la Pride qui était entourée de barrières, inaccessibles en fait. Mhm. Pas vous voir. Alors que, C'est frappant comme image, c'est très symbolique. oui, c'est très symbolique d'une mairie en fait fermée, coupée de la vie LGBT, mais de la vie tout court, parce qu'en fait, hein, la vie LGBT, c'est la vie tout court. C'est la vie tout court. C'est la vie tout court. Exactement. Exactement. Et donc, toi, tu as eu à cœur avec tes nouvelles responsabilités à la commune d'aller vers les gens, comme tu disais, d'aller vers le public LGBT, notamment grâce à ce centre. Qu'est-ce que vous avez découvert grâce à cette permanence d'état civil dans le centre LGBT? Est-ce qu'il y a des situations auxquelles vous vous attendiez pas, par exemple? Je pense qu'il y a une multiplicité de situations, et une des choses qu'on voit aussi, c'est les problématiques du coup familiales que ça peut créer en termes d'actes, parce qu'en fait, enfin, l'état civil, c'est quand même un peu, c'est notre vie, en fait, et juridiquement, après, ça peut engendrer un tas de problèmes. Mhm. euh, Puisque quand on est parent avec un tel genre, on s'attend, la société attend que du coup on ait un mode de conception qui est d'une certaine manière, et quand c'est pas le cas, Mhm. en fait ça occasionne des problèmes administratifs lourds pour les personnes, évidemment. Enfin, et le rôle d'une commune, c'est au final d'accueillir tout le monde, quelle que soit l'orientation Tout le monde sexuelle, est l'identité citoyen. de genre, tout le monde est Mhm. citoyen, et on doit pouvoir s'adapter. Alors après, évidemment, on n'a pas à 100% les mains, et on n'est pas décisionnaire, par exemple, sur la loi, hein. Évidemment, aujourd'hui, on parle de déjudiciariser le changement d'état civil, et je pense qu'il va falloir qu'on y arrive, parce qu'il faut qu'on simplifie la vie des personnes trans, en fait, et comme l'a fait l'Espagne, et comme voilà, et je sais que la gauche, j'espère, aura à cœur de porter cette mesure en 2027, par exemple. Qu'est-ce que les personnes trans peuvent rencontrer comme difficulté justement par rapport à l'état civil? Alors, c'est des difficultés, parce que j'allais dire qu'il peut y avoir de mauvaises des appréhensions j'allais dire, des présupposés de la part des agentes et des agents sur un trouble, quelque part, ou ce qu'on attend en termes, j'allais dire, de personnes identifiées comme un garçon. On attend certains comportements, style vestimentaire, style Mhm. capillaire, On peut etc. avoir peur Pareil, d'être jugé en fait. c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a ce trouble-là qui s'occasionne chez des agents et des agentes qui n'ont pas l'habitude, en fait, Mhm. et qui, du coup, je pense, sont troublés, en fait, et ça peut occasionner des discriminations, et aussi pour se protéger, parce que les agents d'état civil peuvent aussi euh, être craintifs dans leur pratique professionnelle, qui mettent en jeu, et ils peuvent parfois avoir un réflexe de surprotection à demander des pièces supplémentaires, qui en fait Mhm. au final occasionnent des discriminations administratives Mhm. et des ruptures de droits, tout simplement. Et après, il y a aussi, sur un deuxième plan qui est encore plus complexe, j'allais dire des situations familiales, un homme trans qui est enceint, par exemple. Enfin, Mhm. juridiquement, ça va occasionner de très grosses difficultés euh, pour lui et pour sa famille, en fait. Et on sait qu'après, les procédures judiciaires, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, il y a un enfant, il y a une famille et des droits qui sont pas encore complètement effectifs. Donc Mhm. il y a un gros enjeu de formation aussi, hein, sur Mhm. les agents, parce que c'est pas les élus, hein, qui font les actes et qui accueillent le public, mais la formation, en fait. Je crois que vraiment la formation des fonctionnaires. On parle de l'état civil, hein, mais après on peut multiplier dans tout Mhm. ce qui est accueil des publics en crèche, accueil des publics
au périscolaire, dans les écoles, à l'état civil, dans les musées, enfin voilà, tout ça, ça se multiplie et l'accueil, il est primordial. Et qui est responsable de former les agents à ça, par exemple? Alors, il y a un centre national de la fonction publique territoriale. Ce centre national de la fonction publique territoriale organise des cycles de formation avec des associations agréées. Après, il peut y avoir aussi des formations internes hein, qui sont menées par les services RH, ressources humaines, formation de la ville, des villes qui peuvent proposer des formations internes aux agentes et aux agents. D'accord, donc ça se base aussi beaucoup sur une volonté, en fait, politique. Oui, on ne fait rien de toute façon sans une volonté politique, je pense. C'est-à-dire qu'il faut en effet encourager et mener des politiques publiques soutenantes sur les droits LGBT. Ça montre effectivement aussi les limites en fait des lois nationales. C'est qu'il y a les lois nationales, mais après pour l'application sur le terrain, s'il n'y a pas de volonté, la loi nationale peut s'appliquer de manière De très manière, imparfaite, quoi, de manière imparfaite, de manière incomplète, et et après, discriminatoire au final. et discriminatoire évidemment. Et par ailleurs, les municipalités elles-mêmes peuvent être à l'origine de politiques publiques en faveur des droits LGBT. Il y a en effet l'État, mais les collectivités elles-mêmes peuvent mener des politiques publiques d'égalité des droits. Alors, l'initiative que tu as eue par rapport à la permanence d'état civil au centre LGBT, moi, je l'applaudis vraiment des deux mains. C'est génial. Enfin, toutes mes félicitations pour ça. Vraiment une grande admiration pour cette initiative qui, je pense, a dû aider un nombre incroyable de personnes qui n'auraient pas, qui n'auraient pas pu, en fait, aller à la mairie, vu tous les blocages qu'il peut y avoir. Euh, Est-ce que, à ta connaissance, il y a eu des initiatives similaires dans d'autres villes? Alors, pas à enfin, en tout cas pas sur l'état civil spécifiquement, mais je pense que d'une manière globale, encourager des permanences d'accès au droit, parce que c'est de l'accès au droit dans des lieux autres que la ville, ça permet de développer le aller vers. Alors, de manière un peu plus générale, comme je disais en introduction, il y a des élections municipales qui arrivent. On sait en France que, de manière générale, aux élections, il y a de plus en plus d'abstention, ou en tout cas beaucoup plus d'abstention euh, qu'à un moment. Donc, je pense qu'il est important de rappeler le rôle qu'ont ces élections, en fait, et pourquoi c'est important d'aller déjà d'une se renseigner sur le programme des candidats et de deux d'aller voter. Donc, dans ce cadre, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les communes ont un rôle important à jouer pour lutter pour les droits LGBT? Pour moi, les villes, elles ont vraiment un rôle de rempart républicain aussi. Enfin, on parle du contexte national, on sait qu'on a aussi une montée de l'extrême droite, notamment, et les villes, elles peuvent avoir un rôle en fait à jouer de rempart républicain, en fait, de dire que la République, elle doit être accessible à toutes et tous, et ça passe par les villes, parce que c'est souvent les villes qui sont le premier contact avec nos concitoyens et nos concitoyennes, et du coup, ça brasse. En fait, les droits LGBT, Euh, c'est partout. C'est la culture LGBT qu'on peut Bien sûr. soutenir avec un festival, c'est le sport, l'accès au sport pour toutes et tous, c'est des toilettes non genrées, c'est l'état civil, c'est la mémoire, euh, faire vivre la mémoire dans l'espace public. Euh, donc ouais, c'est partout, c'est transversal à tous les domaines de politique publique. Et en effet, toutes les communes, et d'ailleurs toutes les communes de n'importe quelle taille, en fait, peuvent agir. C'est pas que les grandes villes. Tout à fait. Alors justement, par rapport à tout ça, comme tu le disais, tu es aussi présidente de l'association Homosexualité et Socialisme, qui fait aussi beaucoup de plaidoyer au niveau national. Et donc, vous avez édité un petit guide
un guide pour des mairies actrices de l'égalité, des droits et de l'émancipation. Ce guide, il reprend 55 propositions pour 2026 pour que les candidats et les futurs maires puissent se saisir de l'égalité des droits LGBT à l'échelle de leur commune. Alors, si tu veux bien, je voudrais oui, revenir sur certaines et puis en découvrir d'autres propositions que l'association Tous trouve particulièrement pertinentes, ou en tout cas qui est liée à des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement investis. Donc, pour commencer, on va prendre le sujet de la mémoire, puisque il y a tout un chapitre de votre livret qui est consacré à ça. Par exemple, vous proposez de nommer des rues et des lieux publics au nom de personnes LGBTI. Alors ça peut paraître anodin pour certains, mais en vrai c'est pas anodin du tout. Je, je sais que alors l'association Tous est située près de Metz. À Metz, il y a un square Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Et moi, c'est tout le temps qu'on m'en parle, qu'on me dit, mais il faut que votre association fasse des événements sur ce square, etc. Donc voilà, c'est que un nom de rue, mais dans les mentalités, c'est quand même très chargé symboliquement. Ça veut dire que quand même ces personnes ont existé déjà d'une et sont présentes encore dans l'espace public, ont eu une influence sur l'espace public, etc. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu plus Je de crois ça? que tu as raison dans ce que tu dis. Je crois que surtout, les noms de rue, c'est pas neutre du tout. D'abord, on s'aperçoit que essentiellement, les noms de rue ont été donnés à des hommes euh, hétérosexuels, cisgenres, comme si l'histoire avait été faite que par des hommes hétérosexuels, cisgenres. Évidemment que c'est un enjeu qui est majeur, un qui est des femmes, le nombre de rue qui soit donné à des femmes. Donc c'est un enjeu féministe qui est fort, et c'est le même pour les personnes LGBT, hein, c'est de dire, nous aussi on a fait l'histoire, nous aussi on participe à l'histoire des villes, à la construction des lois, de ce qui se passe dans ce pays et de ce qui se passe d'important en fait. Et d'abord, un, c'est de la visibilité. Deux, c'est reconnaître que les personnes LGBT, elles ont aussi fait l'histoire des communes, elles ont aussi fait l'histoire des États nationaux, et que leur donner des noms de rue, c'est reconnaître ça, en fait, tout simplement. Et en plus, je pense aussi quelque chose qui est sécurisant aussi dans l'espace public, de se dire, bah, il y a un nom de rue à une personne trans. J'imagine que pour ben, un jeune trans, c'est très reconnaissant, sécurisant aussi, et c'est dire l'espace public appartient à toutes et tous, et c'est ça en fait la nomination des noms de rue. À Marseille aussi, donc, on partait de loin, on a fait une première avec une passerelle. Une passerelle, je trouve que c'est un joli symbole de lien. Euh, Mhm. Oui, tout à fait. donné à Laurence Chanfrault, qui était une militante lesbienne, artiste, et impliquée dans la vie artistique et militante locale à Marseille, parce que c'était aussi important que ça soit quelqu'un, on va dire, qui ait vécu à Marseille. Mhm. Et c'est bien, et c'est vrai que moi aussi, on m'en parle, des militants qui me disent, oh, regarde, je suis là. Voilà, ça marque, en effet, ça marque quelque chose, et c'est absolument pas neutre. Tout à fait. Alors, comme tu le sais, par rapport à la loi de réparation des personnes condamnées pour homosexualité, l'association Tous, parmi d'autres, était quand même un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de réparation collective de prévu. Et donc, dans ce cadre, je trouve que c'est un très beau geste de pouvoir au moins visibiliser les personnes LGBT avec des noms de rue. Et par exemple, à Paris, il y a une rue Pierre Selle qui a été un témoin de la déportation des homosexuels français. Donc voilà, ce sont des initiatives qu'on espère voir fleurir de plus en plus parce qu'effectivement, même les personnes qui ont été, les homosexuels qui ont été déportés sous le régime de Vichy, aujourd'hui n'ont pas de réparation collective, ne peuvent pas avoir de réparation individuelle parce qu'elles sont décédées. Eh ben là, c'est par des petits moyens comme ça qui sont gratuits en réalité ou extrêmement peu coûteux. Ce sont des moyens quand même de montrer qu'on reconnaît qu'elles ont eu une histoire et qu'on se souvient de leur histoire pour ne pas la répéter.
pense que c'est important, tu as raison de le souligner. Il y a plusieurs événements. Il y a les noms de rue, il y a aussi les cérémonies de la déportation, euh, dernier dimanche d'avril, qui permettent, et là aussi où les communes sont souvent co-organisatrices, hein, et donc peuvent aussi dire que ben, se souvenir de la mémoire de la déportation homosexuelle, ça fait partie aussi de se souvenir des victimes de la déportation. Il y a la question, Paris a fait un mémorial aussi. Ça se fait pas comme ça, et c'est un travail aussi qui doit, à mon avis, se faire avec les associations qui travaillent sur la mémoire dans une démarche de co-construction, parce que là aussi, on l'a pas dit, mais c'est important de co-construire avec les acteurs et les actrices localement, et avec le besoin des associations et des personnes qui sont impliquées sur ces sujets qui sont forts et impactants. Mais voilà, ces mémorials dans l'espace public, c'est aussi quelque chose. J'en ai vu à Berlin, je trouve que Berlin, enfin, et l'Allemagne d'une manière générale, a fait un travail qui est remarquable, euh, notamment sur la déportation homosexuelle. Il y a ce mémorial qui est dans le parc, je ne sais plus comment il s'appelle, à Berlin, mais qui est une œuvre qui est assez remarquable. Voilà, et en France, on sait qu'on n'est pas encore, on peut en aller plus loin, en tout cas, et en effet, les villes ont aussi un rôle à jouer, faire vivre en fait la mémoire aussi de nos histoires. Et quand on voit que Trump s'en prend aux archives, euh, voilà. Avoir des lieux d'histoire, de mémoire, mais comme le soutien aussi au centre d'archives LGBT, c'est important parce que ça nous permet de se souvenir de ce qui s'est passé, et de faire vivre l'histoire et de faire vivre toutes les histoires, en fait. Tout à fait. Alors, par rapport au soutien des archives LGBT, c'est une mesure de réparation collective que l'association TOUST et l'association S, d'ailleurs, appellent de leur vœu, puisque tu l'as très très bien formulé, si on oublie, ça recommence. Et aujourd'hui, les associations qui s'occupent souvent sur la base de bénévolat d'ailleurs, d'entretenir les archives LGBT sont sous l'eau et ont besoin de soutien. Et ça, ce sont les communes aussi euh, qui peuvent les soutenir avec des locaux, avec des subventions, etc. Comme tu le disais, les monuments dans la ville sont aussi importants et les cérémonies aussi doivent être plus ouvertes aux questions et aux enjeux des personnes LGBTQIA+. Et alors justement à Marseille, j'ai vu en avril 2025, l'association du Mémorial de la déportation homosexuelle a demandé à déposer une gerbe commune avec d'autres associations lors de la cérémonie du souvenir de la déportation le 27 avril, et ça leur a été refusé. Et alors, la présidente de l'association qui organise ce dépôt de gerbe et qui a refusé qu'une gerbe soit déposée sur le mémorial en souvenir des déportés homosexuels, cette personne a affirmé à France 3, je cite, je ne suis pas homophobe, mais notre association comprend des déportés, internés et résistants vivants, alors que les homosexuels ne sont représentés que par leurs amis. Et par nature, ces personnes ne se reproduisent pas, ils n'ont pas de famille. Fin de citation. Du coup, les déportés homosexuels n'ont pas le droit à des gerbes parce qu'ils ne se reproduisent pas. De toute évidence, c'est de Et à part l'homophobie. En ça, tout oui, c'est cas, ça. tous, en tout cas, considèrent que ces propos sont homophobes. On soutient Christian Deleuze et les militants qui, depuis plusieurs années, en effet, mènent une bataille voilà, pour pouvoir participer à la gerbe commune, en fait. Oui, et puis avec la loi dite de réparation envers les personnes condamnées pour homosexualité, l'État reconnaît l'aspect discriminatoire de la répression de l'homosexualité sous Vichy et jusqu'à la dépénalisation. Donc peut-être que cela ouvrira de nouvelles portes pour que les villes puissent bah, défendre mieux l'inclusion de la mémoire LGBT dans ces espaces de mémoire. Et puis ce qui est très intéressant, parce qu'évidemment, actuellement, nous sommes dans un contexte où on nous dit souvent, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent, la situation économique est incertaine, c'est l'inflation, etc., etc. Mais ça coûte quoi d'accorder un dépôt de gerbe à une cérémonie sur la mémoire? Ça coûte rien.
Non, ça coûte ou rien. Je suis bien excessivement d'accord. peu. Donc, Non, non, ça coûte donc rien. c'est voilà, ça fait partie des moyens qui sont extrêmement puissants, qui délivrent un message extrêmement puissant dans un contexte très symbolique et qui sont gratuits. Donc les villes ont quand même des moyens, et les villes et l'État d'ailleurs ont totalement la possibilité d'activer des choses pour faire vivre la mémoire LGBT qui sont gratuites et donc c'est ce qui bloque, c'est juste de la volonté politique en réalité. Oui, c'est ça, mais nous, un peu ce dont on parle aussi dans notre livret où on a tenu aussi à mettre des indices de faisabilité. Oui, Euh, alors, à un moment, on s'est posé la question de mettre aussi des indices de budgétaires. Alors, c'est plus complexe comme travail, on n'avait pas forcément les compétences ni les ressources internes pour faire vraiment ce travail, mais en effet, il y a des mesures qui coûtent rien. Voilà, le fait de mettre, par exemple, un drapeau sur un bâtiment public municipal, ça coûte rien. C'est l'achat d'un 0 drapeau. euros, Voilà, c'est ça ça. coûte l'achat d'un drapeau. Ça Et coûte pas encore, on peut grand-chose. leur fournir Voilà, s'ils veulent. 5 euros peut-être, je ne sais plus. Mais voilà, 10 euros, allez. Donc à l'échelle du budget d'une commune, c'est en effet des investissements qui sont faibles. Alors en effet, il y a des choses qui sont plus en termes, qui vont avoir des incidences financières plus importantes, mais voilà, le soutien à un festival de films LGBT, voilà, ça peut aller selon l'échelle de la commune, être de l'ordre du symbolique, de 1000 euros, de 1000, 2000 euros, 3000 euros. Voilà. On peut parler aussi Hmm. de ces sommes-là, qui sont pas même si on a un exercice budgétaire qui est contraint, c'est pas financièrement des investissements qui sont énormes pour les communes, et qui pour autant ont quand même une portée politique qui est importante. Tout à fait. Alors, une autre proposition sur laquelle je trouve intéressant de s'attarder un tout petit peu, c'est inclure la culture LGBTI plus dans la programmation culturelle municipale. Parce que tous les mois de juin, c'est le mois des fiertés. Donc, il y a généralement des marches des fiertés dans les grandes villes. Il peut aussi y avoir des petits événements. Et personnellement, je trouve ça assez choquant quand il n'y a pas de programmation culturelle à côté. Et c'est pas comme ça partout. Parce que, par exemple, je suis allé à des événements liés à la semaine des fiertés, parce que chez eux, c'est une semaine au Oui, Luxembourg. oui. En 2024. Alors au Luxembourg, déjà, c'est sur toute une semaine. Il y a des concerts, il y a des ateliers, il y a des rencontres avec des associations. Dans la ville, il y a des drapeaux LGBT partout, etc. Et ce que je trouvais intéressant à Esch-sur-Alzette, par exemple, au Luxembourg, c'est que pendant cette semaine-là, ils avaient fait dans un musée de la ville, il y avait une exposition temporaire justement sur les déportés pour homosexualité. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce que les personnes, alors déjà, il y avait beaucoup de célébrations qui étaient dehors sur l'espace public, donc il y a beaucoup de personnes qui pouvaient s'intéresser à ce qui se passait. Ça touchait du grand public qu'on ne touche pas forcément quand on fait des événements clos. Et en plus, il y avait cet événement culturel dans un musée qui, pareil, j'imagine, n'a pas dû coûter grand-chose, sinon du temps. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était totalement complémentaire parce que on peut fêter, on peut visibiliser, mais c'est aussi important de vulgariser et d'éduquer. Donc en France, quand il y a des marches des fiertés et qu'à côté, par exemple, il y a des bibliothèques, il y a des médiathèques qui ne font rien. Déjà, il n'y a même pas l'affiche pour la marche des fiertés et il n'y a même pas alors, tu sais, généralement, dans des bibliothèques, il y a une sélection qui est mise en avant à l'entrée, des choses comme ça. Dans les bibliothèques, il n'y a pas de mise en avant d'œuvres queer lors du mois des fiertés. Et personnellement, quand je vois ça, je trouve que c'est un petit peu anormal parce que ça, c'est pareil, ça, ça ne coûte pas grand-chose de mettre en avant des livres sur une certaine thématique pendant un temps donné. Hein. D'ailleurs, les bibliothèques le font souvent, hein, selon le marronnier de l'année.
Donc ça me semble vraiment important et d'ailleurs Toust continuera à interpeller les communes et les communautés de communes qui sont en charge de médiathèques et de bibliothèques pour les inviter à créer une programmation culturelle liée aux enjeux LGBT lors du mois des fiertés en particulier. Oui, et y compris même dans les communes qui n'ont pas de marche. Alors, de plus en plus de communes qui ont des marches, mais c'est pas parce qu'il y a qu'il n'y a pas de marche des fiertés que pour autant la municipalité peut pas se saisir de ce mois des fiertés pour en effet proposer des choses ce que tu disais, dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Je sais qu'à la ville de Marseille, on a fait une soirée spéciale de programmation de l'été marseillais, donc qui est une série de concerts. Donc le soir de la Marche des Fiertés, il y avait une programmation spéciale Mhm. Pride Marseille, Marche des Fiertés, avec D'accord. Vicky Love notamment qui est venue jouer, Jennifer Cardini pour Ah, les un peu plus génial. âgés comme moi. Voilà, donc ça permettait en effet et je pense que ce qui est important, et tu le dis, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, on touche aussi un public parfois jeune qui a aussi besoin d'être sensibilisé à la lutte contre les stéréotypes de genre, voilà, et c'est l'occasion de mettre en avant, en effet, des livres LGBT, des livres queer, parce que ça permet aussi de déconstruire certaines choses, notamment chez les plus jeunes. Euh, et c'est bien, alors je le dis souvent, stéréotypes de genre, aussi toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle, mais parce on le sait, c'est imbriqué, quoi, aussi. Alors, un dernier point par rapport aux propositions d'HES, sur lequel je pense qu'il est intéressant de s'attarder un tout petit peu, c'est créer des solutions d'hébergement inclusif et d'accueil des exilés et intégrer la dimension LGBTI+ aux problématiques de logement social, puisque on le sait, notamment dans les centres d'accueil qui sont dédiés à accueillir des femmes victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles, il y a beaucoup de discrimination par rapport à l'accueil des femmes trans. L'association Tous avait envoyé une lettre ouverte d'ailleurs à Aurore Berger il y a quelques mois à ce sujet, qui n'a pas eu de réponse d'ailleurs, pour alerter sur ces ruptures de droit en réalité. Euh, J'avoue que je n'avais pas nécessairement pensé au rôle que pouvaient avoir les communes par rapport au fait de veiller à cet accueil des personnes trans ou LGBT de manière générale dans des centres d'accueil. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Là aussi, on n'est pas, et tu l'as dit, c'est pas une compétence obligatoire de la ville, c'est l'État qui a Mhm. compétence sur le logement. Mais en effet, les communes peuvent, parce que souvent elles ont des logements, les villes souvent ont des contingents de logements, peuvent réserver des logements pour des publics euh, identifiés et en difficulté. On peut aussi parler des habitats intergénérationnels aussi, des habitats LGBT, je crois que c'est à Lyon aussi, ou d'ailleurs avec le soutien de la Mhm. ville. Oui, euh, oui, voilà, il y a aussi une maison de retraite, je ne sais pas si c'est une maison de retraite, mais en tout cas un espace collectif pour les seniors LGBT. c'est ça. Voilà, donc il y a aussi du soutien financier. Et c'est important que les villes, là aussi, peuvent être encourageantes et aussi ont une capacité à parler à l'État aussi. Donc ont aussi ce rôle de pouvoir, j'allais dire, pousser un peu l'État sur ces sujets. Tout à fait. Donc, toutes ces propositions qu'on a citées et bien d'autres, tous les soutiens et j'invite les auditrices et les auditeurs à retrouver ce livre blanc en ligne sur le site de Homosexualité et Socialisme. Merci Euh, Romain. pour, pour conclure, les élections municipales sont très importantes pour placer plein de sujets LGBT on en a discuté, sont particulièrement pertinent dans le cadre d'une action locale ou d'un militantisme, d'une action à l'échelle de la commune. Pour ça, il faut que les gens aillent voter, il faut que les gens se renseignent, il faut que les gens même se présentent, pourquoi pas, sur des listes ou se portent candidats, puisque si on ne vient pas un petit peu enfoncer la porte, les portes ne s'ouvrent pas toutes seules. Oui, il ne C'est faut pas très hésiter, je important. crois que c'est un vrai enjeu.
Et c'est un autre enjeu de ces municipales, mais en effet, les enjeux de visibilité et de représentativité sont importants parce que souvent, ce sont les personnes concernées qui, j'allais dire, se saisissent Bah oui, évidemment de ces questions. tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter en effet à s'engager. Pour pousser tout ça, pour soutenir toutes ces propositions, toutes ces solutions pour les droits LGBT demain, deux actions principales. La première, c'est d'aller voter. Pour ça, déjà, vous avez jusqu'au 6 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Donc, vérifiez si vous êtes bien inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas voter. Il peut y avoir un problème issu de je ne sais quoi, mais vérifiez que vous êtes bien inscrit, en particulier si vous avez déménagé récemment. Vous avez jusqu'au 6 février pour être sûr que vous pouvez aller voter dans la commune où vous serez au moment des élections. Vous pouvez aussi vous présenter. Alors, vous présenter, c'est vous présenter en tant que candidat pour être maire de votre commune, bien sûr, mais des fois, simplement pour être sur la liste. Enfin, simplement, c'est pas si simple que ça, mais vous pouvez juste être sur la liste de ce maire, donc vous ne serez pas forcément maire, mais vous pouvez être adjoint, conseiller, etc., et faire entendre votre voix. Et si vous voulez vous présenter, vous mettre sur une liste, alors renseignez-vous à l'échelle locale des listes qui se font autour de chez vous par rapport à vos convictions. Et vous avez jusqu'au 26 février pour déposer, je crois que c'est à la préfecture, c'est ça? Oui, c'est à la préfecture les dépôts, oui, dépôt de liste. Voilà, Oui. voilà. Vous avez jusqu'au 26 février pour vous manifester, pour être inscrit sur une liste électorale. Et enfin, après les élections, on a voté, on s'est présenté, on est passé, on n'est pas passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, après, on peut aussi militer dans des associations qui interpellent les élus et qui leur disent qu'il faut avancer sur tel sujet, qu'il y a tel problème. Et pour le coup, je le dis vraiment Voilà, parce que ça a vraiment aussi un rôle tout à fait. de force de proposition pour les élus et de faire remonter, et de co-construire aussi. Et bien, même si on n'est pas élu et si on n'est pas engagé, on peut toujours s'impliquer dans des associations localement Tout à et fait. faire vivre les droits LGBT. Voilà. Pour en savoir plus à ce sujet, d'ailleurs, abonnez-vous à ce podcast. Tout à fait. Sophie, on est arrivé à la fin. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Non, merci Romain et merci pour ton podcast, ton initiative et le travail que fait ton association depuis maintenant plusieurs mois sur ces sujets qui nous tiennent, je pense, à toutes et tous très à cœur. Merci Sophie, et puis je te dis à bientôt. À très vite, merci.